Vous avez raison, il y a un certain nombre de grands intellectuels qui ont joué un rôle désastreux. Et Sartre en premier a joué un rôle tout à fait désastreux. Alors, pour quelle raison? Ça c'est difficile à dire. Le comportement de Sartre est un personnage assez détestable, il faut bien le dire, hein, qui s'est construit une notoriété avec des théories philosophiques, avec des postures. Parce que Sartre était dans les meilleures relations avec l'URSS dans les années 50. Hein. Bon, il était reçu, etc. Bon. Ensuite, quand l'URSS c'était moins bien, il est allé à Cuba, il était reçu. Quand c'était moins bien, il est allé chez Mao. Bon, donc voilà, c'est typique de ces intellectuels qui sont d'une certaine manière jaloux des gens de pouvoir. Hein. L'intellectuel croit que par sa pensée il a du pouvoir, il s'aperçoit qu'il n'en a pas, mais il s'aperçoit que les gens de pouvoir ont du pouvoir, et il est fasciné par ça. Et pire que ça, il est clair que quelqu'un comme Sartre est fasciné par la violence. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont fascinés par la violence, tout simplement parce qu'ils ne la pratiquent pas. Moi, je l'ai un peu pratiqué, la violence. J'ai joué pendant 30 ans au rugby. Donc, bon, je n'ai pas peur de prendre des coups et de donner des coups. Bon, mais vous ne voyez pas Sartre sur un terrain de rugby. Non. Sûrement pas. Glucksmann non plus. Aucun de ces... Je ne parle même pas de des gens de tel quel, etc. Bon, cela dit, ça renvoie quand même à quelque chose de français qui est très profond. C'est cette fascination pour l'idée révolutionnaire. Et ça date de 1792-94. C'est Robespierre. C'est la vertu et la terreur. Sartre, c'est ça. C'est la vertu et la terreur. Je suis le bien et je tue les méchants. Bon. C'est tout à fait ahurissant. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au moment du Livre Noir, dans les polémiques qu'il y a eu, c'est ça qui est ressorti. C'est-à-dire, on ne nous a pas tellement, surtout moi, on ne m'a pas tellement attaqué pour avoir critiqué le régime communiste, etc. On m'a critiqué pour avoir mis en cause l'idée de révolution à travers cette critique du communisme. Je mettais en cause l'idée de révolution. Ça, c'est sacrilège en France. Ça, c'est sacrilège. Vous savez, il se passait des drôles de choses dans les années qui ont précédé le Livre Noir. On a par exemple eu une publicité, c'était une Citroën, de chez Citroën, publicité qui passait à la télévision, tous les soirs et tout le temps. Hein. C'était sur la muraille de Chine, une nouvelle voiture Citroën, Twingo si je me souviens bien, rouge bien entendu, et avec un espèce de faux paysan chinois, avec son chapeau, etc., et qui disait comme ça, « La Twingo, c'est révolutionnaire !» Vous dites, mais ils sont dingues. Bon. Pire que ça, la loterie nationale, a fait à un moment, c'était au milieu des années 80, une campagne de publicité où on voyait tentez votre chance, prenez un billet, vous allez avoir de la chance, et on voyait la figure de Staline, la figure de Mao, voilà, des types qui ont eu de la chance, ils étaient rien, ils ont tout gagné. Bon alors, ça a duré 15 jours, hein. Là, il y a eu des protestations, et finalement, la campagne a été retirée. Mais c'est vous dire à quel point en France, l'idée révolutionnaire reste violente, forte. Regardez, M. Macron, vous n'allez pas me dire que c'est un grand révolutionnaire. Il sort son livre pour sa campagne électorale, Révolution. Bon. Voilà, mais c'est typiquement français. C'est malheureusement profondément français, on n'en sort pas. Hein. Si vous proposez quelque chose en disant c'est révolutionnaire, tout le monde va dire ah ça c'est très intéressant. Si vous dites non, je pense améliorer la situation, qu'est-ce que c'est que ce réformiste minable? Non mais c'est typique, c'est typique. Et résultat, nous sommes dans un conservatisme absolu. C'est l'immobilisme généralisé en France. Bon, à tous les niveaux, l'université, la recherche, les transports, en fait, on est dans l'immobilité totale, la bureaucratie ne bouge pas. Donc voilà, je crois que je ne peux pas tellement donner d'autres réponses, en dehors du fait que les intellectuels, je suis obligé de le dire, les universitaires, beaucoup de ces gens-là ne sont pas des gens courageux. Donc, quand on est dans une situation où c'est la révolution qui domine comme idée, si vous voulez faire carrière, vous ne faites pas de vagues, vous ne protestez pas, vous laissez dire les surexcités, et si nécessaire,
vous les applaudissez un petit peu. Comme ça, peut-être vous aurez du retour. Hein? Peut-être que vous aurez un poste, peut-être que vous aurez une promotion. Vous savez, quand le livre noir est sorti, le 7 novembre 1997, je peux vous dire que j'étais à l'université de Nanterre, Paris 10. Je peux vous dire que pratiquement pendant 3 mois, je n'ai eu aucun contact avec plusieurs de mes collègues, dont un qui était un grand ami, avec qui j'avais fondé la revue communiste, avec qui j'avais publié plusieurs ouvrages, et qui était dans le bureau mitoyen. Pendant 3 mois, rien. Au bout de 3 mois, quand ils ont vu que, premièrement, je n'étais pas mort, parce que c'était ça si ces gens ne me parlaient pas, c'est parce qu'ils se disaient, Courtois va être tué. Ben oui, il va y avoir du sang partout, enfin, symboliquement, mais bon, ben je vais être détruit, ma carrière va être détruite, il y aura du sang partout, et ils ne voulaient surtout pas avoir une goutte de sang sur eux. Ouh là là. Bon, au bout de 3 mois, ils ont vu que non seulement je n'étais pas mort, mais que j'avais tué quelques ennemis, et ils ont vu que le livre, surtout, était un triomphe éditorial. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point un universitaire est fasciné par un livre publié par un de ses collègues et qui se vend à 300 000 exemplaires. Ça c'est terrible. La jalousie est abominable là-bas. Donc, mais quand même, quand ils ont vu certains, quand ils ont vu que je n'étais pas mort et que le livre était un triomphe, alors, au bout de 3 mois, ce même collègue, grand ami, qui est venu en vacances chez moi, etc., me téléphone. « Allô Stéphane, comment ça va ?» « Très bien. »« Ah bon, c'est pas trop dur ?»« Non, non, tout va bien. » Bon. Il dit « Tu sais, avec quelques collègues, nous pensons qu'il faudrait peut-être faire un débat sur le livre noir. » C'est une très bonne idée. « Est-ce que tu crois que... » « J'ai aucun problème, tous les auteurs vont venir. » « Ah bon, alors, on organise. Résultat de l'organisation. À Sciences Po, un samedi matin, dans un local très éloigné, réunion quasi clandestine, avec les co-auteurs du livre noir et 7 ou 8 autres collègues, et d'ailleurs, Henri Lecard était là. La discussion a été assez rude, surtout quand Jean-Louis Margolin, qui justement, dans l'équipe, c'est celui, parce qu'il y a eu une trahison dans l'équipe du livre noir. Jean-Louis Margolin, qui était un ancien trotskiste, quand il a vu à quel point on critiquait Lénine, mais il ne l'a pas supporté. Donc il a tout fait, d'abord pour m'éjecter du livre, ce qui était quand même un problème, puisque c'est moi qui avais tout organisé. Bon. Ensuite, pour empêcher la sortie du livre. Pour empêcher la sortie du livre. C'est-à-dire qu'il était chargé de faire toute la partie sur l'Asie, et il ne rendait pas son texte. Et donc le livre était bloqué. Finalement, un vendredi, je suis allé voir l'éditeur. L'éditeur, c'était un grand éditeur, mais qui s'occupait surtout du business. Alors, il ne comprenait pas très bien ce qui se passait dans l'équipe. Mais j'ai dit, mais vous ne comprenez pas que c'est un trotskiste qui n'a toujours pas viré sa cutie. Il est toujours trotskiste. Hein? Donc, tant qu'on dit du mal de Pol Pot, de Mao, de Staline, de Ceausescu, c'est formidable. Mais si on égratigne Lénine, aïe, 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 c'est atroce. Bon. Donc, alors, mon éditeur, il ne comprenait pas ça. Bon, je lui ai dit, on arrête de discuter. Je lui ai dit, vous allez envoyer les huissiers à ce monsieur. On est vendredi à midi. À 5 heures, vous lui envoyez les huissiers. Et si lundi matin, il n'a pas rendu ses textes, on le met au tribunal et on lui demande 1 million de dommages d'intérêt. Inutile de vous dire que le lundi matin, on avait les textes. Bon. Non mais, alors, je continue. Lors de cette réunion à Sciences Po, quasi clandestine, qui était... tout le monde était très mal à l'aise, parce que moi, j'étais un peu énervé quand même, de voir leur comportement. Bon. Donc, et à un moment donné, comme la discussion devenait un peu dure, Margolin a pris la parole. Il a dit, mais enfin, le communisme, c'est l'amour. Et là, Henri Lecard, qui arrivait du Cambodge, s'est levé en disant « Mais vous êtes fous !» C'était complètement dingue. Hein, et tout ça à Sciences Po, au cœur des élites parisiennes. Je vous assure qu'en novembre-décembre 97, à l'université de Nanterre, je pensais à Moscou 1937. Je comprenais très bien ce qui pouvait se passer à ce moment-là.
Et surtout que nous avions à l'époque, à l'université de Nanterre, un groupe, déjà à l'époque, en 97, un groupe Mao-islamiste. Un groupe Mao-islamiste. Des islamistes qui mettaient les slogans de Mao, le pouvoir est au bout du fusil. Bon. Et ils étaient à l'entrée de l'université, en général une vingtaine, avec des tables, etc. Bon. Évidemment, je suis passé à la télévision, ils m'ont vu, ils m'ont reconnu. Donc j'arrive à l'université la semaine suivante, je passe devant, ils me regardent, méchants, comme ça, bon. Et puis quand j'ai fait une dizaine de mètres, ils me crient « Courtois, on va t'envoyer au goulag !» Alors, je suis quand même un vieux maoïste, je connais la conduite. Alors je me retourne, je crie « Où ça? En Sibérie ou au Sahara ?»« Oh, salaud !» Mais au même moment, dans l'immense hall de Nanterre, je croise une collègue que je ne connais pas, qui me voit « Courtois, bravo !» Vous voyez, les gens les plus proches de moi m'abandonnent, une personne que je ne connais pas m'approuve complètement. C'était quand même incroyable. Enfin, je veux dire, il y avait une tension très forte. Heureusement que j'ai été maoïste, donc je sais très exactement ce qu'ils font. Enfin, je sais comment il faut faire. Mais j'ai vu par exemple en Allemagne le professeur Nolte, qui lui n'a jamais été maoïste, évidemment, quand il a été attaqué comme ça par les gauchistes, etc., il était totalement désemparé. En plus, il a été attaqué physiquement. Moi, il n'aurait pas fallu qu'il m'attaque physiquement. Hein. Mes réflexes de rugbyman auraient pris le dessus. Ça aurait été une erreur de leur part. De vous attaquer comme aurait dit le président Mao, ils auraient soulevé une grosse pierre pour se l'arracher sur le pied. Ça, c'est la pensée Mao Tse-tung, c'est profond. Nous pouvons applaudir notre cher professeur, collègue, historien français. Je propose qu'on lui adresse notre admiration pour son groupe de recherche avec lequel ils ont écrit et publié le livre L'art du communisme et pour toute leur activité historique de recherche dans l'histoire du communisme. Ça a été une conférence extraordinaire, mais ce n'est que la première parce qu'il y en aura 12 à Sighet. Celle-là, malheureusement, loin d'ici, vous ne pourrez pas venir tous assister et combattre, si vous n'êtes pas d'accord, avec ces professeurs, avec ce qu'ils diront. Je remercie aussi les professeurs de l'étranger qui sont là. Je l'ai fait dès le début, mais je répète mes remerciements. Et évidemment, encore une fois, je remercie Mme Anna Blandiana et la faculté d'études européennes, M. le doyen, qui malheureusement n'est pas là, il était occupé ailleurs, qui nous a créé la chance de nous rencontrer ici. Et avec cela, je déclare clos ce colloque sur cette rencontre, nos débats d'aujourd'hui.